Dans la salle de vente, le silence pesait lourdement, seulement brisé par des murmures moqueurs qui trahissaient l'incrédulité générale. Les visages des commissaires-priseurs, habituellement impassibles, affichaient des sourires condescendants, incapables de masquer leur amusement face à la scène qui se déroulait sous leurs yeux aguerris. Une tension palpable emplissait l'air, prélude à un jugement collectif, hâtif et irrévocable, qui s'apprêtait à frapper. Au centre de toutes les attentions se tenait un jeune homme, à peine sorti de l'adolescence, dont la silhouette semblait frêle face à l'immensité du défi. Ses mains, bien que posées calmement, laissaient deviner une légère tremblante, un signe d'humanité dans un environnement impitoyable. Il incarnait l'image même de l'inexpérience, un intrus dans un monde d'anciens où l'âge et la réputation commandèrent le respect. Les experts, ceux dont les barbes blanches et les fortunes assises témoignaient de décennies de ruse et de savoir-faire, échangeaient des regards entendus. Pour eux, l'issue de cette mascarade était déjà écrite. Comment un enfant, dont le parcours était invisible aux yeux du monde, pouvait-il prétendre défier les lois non écrites de l'acquisition foncière? Leur arrogance s'érigeait en forteresse inexpugnable. Ce n'était pas seulement une transaction qui se jouait, mais l'avenir d'une terre, d'un héritage et la validation d'un savoir. Une ferme entière était à prendre, un domaine que beaucoup considéraient comme un fardeau, une relique du passé. Personne ne voyait au-delà de la surface érodée des bâtisses vieillissantes, du coût apparent de sa rénovation. Pourtant, le jeune homme, dans sa discrétion, portait le poids d'un secret, une compréhension profonde qui dépassait les bilans comptables et les expertises superficielles. Son calme apparent n'était pas de l'insouciance, mais la marque d'une détermination forgée par des années d'observation silencieuse. Il incarnait cette force tranquille qui se refuse à s'agiter en surface, car le véritable savoir est souvent comme une courante sous-marine, invisible à l'œil nu, mais capable de déplacer des montagnes et de redessiner les contours du monde. Les experts s'accrochaient à ce qu'ils pouvaient voir, à ce qui était mesurable, ignorant la puissance des profondeurs, la persévérance d'une marée qui attend patiemment son heure. Avez-vous déjà été réduit au silence, votre compétence niée, votre vision écartée parce qu'elle ne correspondait pas aux schémas établis, aux sources légitimes? Avez-vous déjà senti le poids du jugement hâtif, de la condescendance? Vous murmurez que vous n'étiez pas à votre place, que vous n'aviez pas le droit d'y être. Si ces questions résonnent en vous, alors vous êtes exactement là où vous devez être. Car un conte par nous est bien plus qu'une chaîne. C'est le sanctuaire où ces histoires de triomphe silencieux prennent vie. Abonnez-vous et restez avec nous pour découvrir la force de la sagesse cachée. Sa propre histoire ne débuta pas dans les salles d'enchères résonnantes où le marteau du commissaire-priseur menaçait de tomber, ni dans les amphithéâtres prestigieux ou les bureaux feutrés des grandes entreprises. Elle prit racine bien plus tôt, sous les vastes étendues du même territoire qu'il aspirait désormais à restaurer. Dès son plus jeune âge, il ne s'était pas contenté de vivre sur cette terre, mais avec elle, écoutant ses murmures secrets et déchiffrant ses leçons silencieuses. Pendant que ses camarades d'enfance s'adonnaient à des jeux éphémères, il arpentait les parcelles, absorbant chaque nuance chromatique du sol, chaque soupir du vent, chaque inflexion du paysage. Cette immersion précoce, cette symbiose quasi organique, fut la première semence d'un savoir qui, tel un système racinaire complexe et furtif, allait un jour soutenir une ambition dont nul n'aurait pu encore deviner l'ampleur. Il ne cherchait pas la validation bruyante, mais une compréhension intrinsèque, une sagesse silencieuse. Ces véritables mentors ne portaient ni titres universitaires ronflants, ni n'exhibaient de certificats officiels attestant de leur expertise. C'étaient les âmes ancrées de la campagne, ces agriculteurs et agricultrices dont les mains, sculptées par les labours, ressemblaient aux troncs tortueux des oliviers millénaires et dont le regard portait la sagesse cumulative de tant de saisons passées. Ils ne dispensaient pas des cours magistraux, mais partageaient, par fragments,
un savoir indicible, des intuitions forgées par des décennies d'interactions intimes avec le vivant. Le jeune homme, tel un apprenti de l'ombre, les observait, intériorisant leurs gestes lents et délibérés, leur silence éloquent qui résonnait avec plus de force que n'importe quel discours. Il appréhendait la topographie non pas via des cartes abstraites, mais en intégrant chaque dénivelé du terrain sous ses pas, chaque variation de texture du sol, développant une mémoire sensorielle du territoire. Chaque échange était une source d'enseignement inestimable, forgeant sa compréhension du monde réel. Chaque nouvelle aube le trouvait déjà debout, bien avant le lever du soleil, arpentant les champs encore drapés dans la brume matinale, observant avec une précision presque scientifique. Il notait la façon dont la lumière, à mesure qu'elle montait, jouait sur les contours sinueux du terrain, comment la rosée perlait différemment sur certaines variétés d'herbes, révélant ainsi des microclimats subtils et insoupçonnés. Il répertoriait, dans son esprit, les passages potentiels d'eau souterraine, déduisant leur présence par la vigueur exceptionnelle de certains chênes centenaires, par la profusion de mousse spécifique, ou par l'inclinaison discrète des pentes. Il avait saisi que la ferme n'était pas une simple parcelle de terre inerte, une entité figée dans le temps, mais un organisme vivant et respirant, un écosystème complexe où chaque composante, du plus humble des insectes au plus majestueux des arbres, jouait un rôle essentiel dans un équilibre délicat. Cette observation n'était pas une simple tâche, mais une dévotion, une quête incessante de la vérité intrinsèque du lieu. Tandis que ses contemporains s'appliquaient à mémoriser des formules agricoles standardisées, scrupuleusement extraites de manuels reconnus, lui, il préférait s'agenouiller, déterrant les racines, analysant méticuleusement la terre entre ses doigts et écoutant le bourdonnement incessant des abeilles comme on déchiffre un message crypté. Son savoir était viscéral, profondément organique, entièrement bâti sur l'observation directe et une curiosité insatiable pour ces détails infimes que la plupart des autres ignoraient. Les experts des instances agricoles officielles dissertaient sur les rendements optimaux et les bénéfices de la monoculture intensive, mais lui, il discernait la richesse insoupçonnée de la biodiversité, le potentiel de résilience inhérent à une approche plus holistique. Ce décalage flagrant entre le savoir académique et la sagesse profondément ancrée du terrain allait constituer la pierre angulaire de sa propre vision. Il voyait au-delà des chiffres vers une symbiose durable, une approche plus respectueuse du vivant. Cependant, sa compréhension ne se cantonnait pas à l'empirisme pur. Chaque soir, à la lueur modeste d'une lampe de bureau, il se plongeait dans l'étude, compulsant d'anciens registres de la ferme, des cartes cadastrales jaunies par le temps et des études pédologiques locales, comparant avec minutie les données historiques aux réalités qu'il observait quotidiennement. Il approfondissait sa connaissance des cycles complexes des marchés, des subtilités du droit foncier et des stratégies financières les plus efficaces, non pas par des stages conventionnels, mais par une auto-formation rigoureuse et passionnée, menée avec une discipline rare. Chaque chiffre, chaque graphique, chaque ligne de texte était un fragment essentiel du puzzle, une nouvelle ramification racinaire à son arbre de connaissances, lui offrant la capacité de percevoir des patterns et des opportunités que les yeux pressés et superficiels ne saisissaient pas. Son bureau était son laboratoire et sa bibliothèque personnelle. Cette démarche exigeait une concentration extrême et une persévérance remarquable. Cette préparation discrète, presque invisible, était à l'image d'un vaste réseau racinaire s'étendant profondément sous la surface, insoupçonné des regards extérieurs, mais fortifiant son être tout entier avec une robustesse inébranlable. Tandis que les autres s'affairaient à cueillir les fleurs éphémères du succès immédiat et des validations superficielles, lui, il cultivait patiemment la terre fertile de son esprit, s'assurant que ses fondations intellectuelles et pratiques étaient inébranlables, capables de résister aux tempêtes les plus virulentes. Les jugements hâtifs
et la condescendance à peine dissimulée qu'il subissait désormais dans la salle d'enchères était le prix inévitable de cette divergence, de cette quête opiniâtre d'une vérité plus profonde que les conventions établies. Mais la véritable force d'un arbre ne réside-t-elle pas fondamentalement dans l'inébranlable solidité de ses racines, bien plus que dans l'éclat momentané de son feuillage luxuriant? Cette question résonne, invitant à une profonde réflexion. La patience était devenue son credo, son mantra silencieux, une vertu devenue rarissime dans un monde contemporain obsédé par la gratification instantanée. Il ne s'efforçait jamais de contraindre la terre à produire avant son cycle naturel, ni de précipiter des affaires qui n'avaient pas encore mûri, respectant les rythmes intrinsèques du temps. Il attendait, avec une sérénité inébranlable, le moment propice, à l'image d'un agriculteur expérimenté, patientant pour la pluie providentielle juste après les semailles. Cette vision à long terme, cette capacité exceptionnelle à regarder au-delà de l'horizon immédiat des profits et des pertes, représentait une autre facette essentielle de son savoir profondément enraciné. Il avait intégré que les plus grandes récompenses ne surviennent jamais par la force brute, mais par un alignement harmonieux avec les pulsations naturelles du monde et la saisie opportune des occasions. Il savait que le temps était son allié le plus fidèle. Qu'en est-il de votre propre patience face à l'urgence omniprésente? Il ne craignait nullement l'échec, car chaque faux pas, chaque revers inattendu était perçu comme une leçon inestimable, chaque erreur une forme d'engrais fertilisant sa compréhension grandissante du monde. Il avait été témoin de récoltes anéanties par des fléaux climatiques, de projets prometteurs s'effondrer, non pas par manque d'efforts, mais par une ignorance regrettable des subtilités intrinsèques du terroir ou des fluctuations imprévisibles des marchés. Ces expériences, bien que souvent douloureuses, avaient affûté son discernement et renforcé sa détermination inébranlable. Elles lui avaient inculqué une humilité profonde face aux forces colossales de la nature et une adaptabilité cruciale face aux imprévus constants, forgeant ainsi une résilience qui transcendait la simple obstination. Pour lui, la vraie force n'était pas de ne jamais tomber, mais de toujours se relever, plus aguerri. Comment transformez-vous vos propres échecs en force motrice? Cette immersion totale et prolongée lui avait conféré une perspective véritablement unique, une sorte de sixième sens aiguisé pour la terre et les secrets les plus jalousement gardés de ses entrailles. Il possédait la capacité rare de lire un chant avec la même aisance et la même profondeur que d'autres lisaient un ouvrage complexe, déchiffrant sans effort les signes subtils de fertilité, les marques d'épuisement ou le potentiel inexploité qu'il recelait. Il percevait la ferme non pas comme un simple agencement de bâtiments hétéroclites et de parcelles arbitraires, mais comme une entité indivisible, un système organique dont chaque composante influençait intimement l'autre. Cette vision écosystémique, patiemment cultivée au fil des saisons, allait lui permettre de détecter des anomalies et des opportunités que la plupart des acheteurs potentiels, aveuglés par des critères superficiels et hâtifs, manqueraient assurément. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un regard neuf, profondément informé. Son travail était un labeur silencieux, mené sans fanfare, sans rechercher la moindre reconnaissance externe. Il puisait sa motivation intrinsèque, non pas dans les louanges éphémères des autres, mais dans la satisfaction profonde et simple de la compréhension acquise, et dans l'alignement harmonieux avec la vérité brute du terrain qu'il côtoyait. Il savait, avec une certitude inébranlable, que le véritable savoir n'a nul besoin de validation tapageuse ou de publicité ostentatoire. Il se suffit à lui-même, se manifestant avec une éloquence silencieuse, à travers des résultats concrets, à travers une croissance discrète, mais inéluctable. C'était un savoir qui ne criait pas sa présence, mais qui respirait profondément, inébranlablement enraciné dans l'expérience vécue et la méditation solitaire sur les cycles de la vie. Un trésor invisible et puissant.
Cette accumulation de savoir et de sagesse n'était pas le seul capital qu'il avait cultivé en silence. Grâce à une gestion financière rigoureusement frugale et à une approche résolument non conventionnelle, il avait également amassé des ressources substantielles, des petits gains que les gestionnaires de fortune traditionnels auraient sans doute jugés insignifiants et dignes de peu d'intérêt. Chaque euro économisé avec discernement, chaque dépense superflue judicieusement évitée, était assimilable à une goutte d'eau pure, nourrissant inlassablement sa nappe phréatique invisible de capital. Il avait compris, bien avant les autres, que l'argent, à l'instar de l'eau vitale, ne se manifeste pas toujours visiblement en surface, mais que son accumulation discrète peut irriguer les projets les plus ambitieux, leur conférant la force indispensable pour traverser les sécheresses économiques inattendues. En parallèle à cette quête de savoir et de ressources, il avait tissé, au fil des ans et des rencontres, un réseau discret mais d'une solidité inébranlable, fait de relations authentiques avec les acteurs locaux. Il n'avait pas cherché à charmer par des artifices, mais avait démontré une intégrité silencieuse, une rigueur exemplaire et une fiabilité constante dans toutes ses interactions, même les plus anodines. La confiance qu'il avait ainsi cultivée était une monnaie invisible, un capital humain inestimable que les bilans comptables traditionnels ne pouvaient évaluer, mais qui allait se révéler être un soutien fondamental, une ancre solide face aux tempêtes financières et sociales. Ce réseau représentait un filet de sécurité insoupçonné. Sa capacité à anticiper non seulement les fluctuations complexes du marché, mais aussi les motivations profondes et les points de pression psychologique des différents acteurs en jeu, qu'il s'agisse des vendeurs, des autres acheteurs potentiels ou des institutions bancaires, s'était affûté de manière exceptionnelle au fil du temps. Il abordait chaque situation avec la finesse d'un joueur d'échecs aguerri, sans qu'un seul mot ne soit échangé à haute voix. Dans cette partie silencieuse, la victoire appartenait sans conteste à celui qui était capable de prévoir le plus grand nombre de coups à l'avance, plaçant chaque pièce, chaque silence stratégique avec une précision chirurgicale. Il savait que dans le jeu subtil de l'acquisition foncière, les plus grands enjeux se décidaient souvent bien avant l'ouverture officielle des enchères, dans l'ombre des prénégociations et la compréhension fine des faiblesses adverses. Il avait développé une compétence véritablement unique, celle de déceler les signes de faiblesse apparente ou les opportunités cachées, souvent dissimulées dans des détails en apparence insignifiants et ignorés de tous. La rouille naissante sur un tracteur agricole abandonné, une fissure à peine perceptible dans la fondation d'un bâtiment vétuste, le regard empreint de lassitude d'un propriétaire vieillissant. Chaque élément, aussi anodin soit-il, lui murmurait une vérité essentielle que les rapports officiels et les expertises superficielles ne révélaient pas. Pour lui, la vérité était souvent racontée par les non-dits, par la fatigue manifeste des infrastructures ou par des clauses contractuelles ambiguës, devenant autant de leviers potentiels pour son ambitieux projet. N'est-ce pas, finalement, dans les détails souvent ignorés que se cachent les plus grandes révélations, celles qui transforment un désavantage perçu en un avantage décisif et incontestable? Ainsi, alors que le marteau du commissaire-priseur s'apprêtait à frapper, un son lourd et définitif qui allait sceller le destin de la ferme et potentiellement confirmer les préjugés tenaces de l'Assemblée. Le jeune homme ne portait pas seulement le poids d'une ambition personnelle, si grande soit-elle. Il portait en lui le fruit mûri de toutes ces années de labeur invisible, de toutes ces leçons apprises patiemment dans le silence sacré du terroir et l'étude solitaire. Son calme, que d'aucuns pouvaient prendre pour de la naïveté ou de l'insouciance, n'était en réalité que la marque inébranlable d'une confiance absolue, forgée dans la profondeur de ses racines. Mais comment ce savoir, si patiemment cultivé à l'ombre, allait-il enfin se manifester au grand jour face à l'incrédulité générale et au scepticisme prononcé des experts autoproclamés? La révélation approchait inéluctablement.
L'objet de toutes les spéculations et source d'un défi perçu comme insurmontable était la ferme des anciens, un domaine jadis florissant, désormais réduit à une ombre de sa splendeur passée. Sa mise en vente n'avait suscité qu'un intérêt tiède, teinté d'une curiosité morbide, car nul ne voyait en elle autre chose qu'un gouffre financier béant. Elle était le symbole même d'une terre épuisée, d'un héritage lourd à porter. Les champs, naguère fertiles et généreux, s'étendaient à présent sous un manteau de mauvaises herbes, témoignant d'années d'abandon et d'une gestion défaillante. Les bâtiments, autrefois robustes et fonctionnels, s'affaissaient sous le poids du temps, leurs charpentes grinçantes menaçant de céder à la moindre intempérie. Chaque structure racontait une histoire de déclin, de promesses non tenues. Pour les experts autoproclamés, ceux qui jaugeaient la valeur d'une terre à l'aune de ses bilans comptables et de sa productivité immédiate, la ferme était un cas désespéré. Les analyses de sol officielles prédisaient une fertilité quasi nulle, nécessitant des investissements colossaux pour une réhabilitation incertaine. C'était un fardeau, une charge que personne ne souhaitait assumer. L'équipement agricole, laissé à l'abandon dans les hangars rouillés, était obsolète et irréparable, transformant la modernisation en un gouffre financier. Les dettes accumulées par les anciens propriétaires pendaient comme une épée de Damoclès sur le domaine, promettant une bataille juridique et administrative sans fin. Le tableau était sombre, presque sans espoir. Les estimations bancaires, fondées sur une vision purement quantitative, jugeaient le projet de réhabilitation économiquement insensé, un investissement à fond perdu. Personne ne voulait s'y risquer, chacun craignant de voir ses capitaux engloutis dans ce qu'il considérait unanimement comme un puits sans fond. La sagesse conventionnelle avait tranché. La ferme se présentait comme un labyrinthe végétal, ses sentiers envahis, ses limites floues, chaque recoin semblant cacher un nouveau piège pour l'investisseur imprudent. Ses secrets, tissés dans la complexité de son déclin, étaient un défi que la plupart n'osaient même pas envisager de relever. N'était-ce pas là un signal clair d'impossibilité? Le consensus général était sans appel. Cette ferme, avec ses terres appauvries et ses structures décrépites, était irréversiblement condamnée. Son avenir était celui d'une friche, d'un témoignage silencieux des erreurs passées et des espoirs brisés. Il n'y avait pour eux aucune issue, aucune porte de sortie dans ce dédale de problèmes. Et pourtant, au cœur de cette perception unanime d'échec et de ruine, ne restait-il pas une infime lueur, une possibilité invisible aux yeux de ceux qui s'en tenaient aux chiffres et aux apparences? Était-il vraiment concevable que la terre elle-même ait perdu toute sa vigueur irrécupérablement? Les experts n'y voyaient que des obstacles insurmontables, des coûts faramineux, des risques démesurés. Leur carte du labyrinthe ne montrait que des impasses, des zones interdites, des gouffres financiers prêts à dévorer toute ambition. Ils étaient persuadés que l'affaire était jugée et l'issue déjà scellée. Pourtant, le jeune homme, impassible, portait un regard différent sur ce dédale, et si le véritable chemin, la sortie de ce labyrinthe, était simplement invisible à ceux qui ne cherchaient pas au-delà des murs apparents, si cette histoire résonne en vous, alors vous comprenez pourquoi vous êtes ici. Restez avec un conte par nous. Il y a bien plus à découvrir. Alors que les experts s'enfonçaient dans le brouillard épais de la sagesse conventionnelle, aveuglés par leurs propres certitudes et les chiffres superficiels, le jeune homme, lui, naviguait avec une clarté désarmante. Son regard, tel un phare perçant l'obscurité, discernait les contours précis d'une vérité que nul autre ne soupçonnait. Pour eux, la ferme était une ruine. Pour lui, un trésor dont la carte était gravée non pas sur papier, mais dans le tissu même de la terre et des années d'observation. Cette divergence de perception allait redéfinir la partie en cours. Le consensus général, cette nébuleuse collective de doutes et de jugements hâtifs, enveloppait la salle d'enchères, étouffant toute perspective d'espoir. La ferme était condamnée, ses terres stériles, ses bâtiments irrécupérables, telle était la sentence unanime prononcée par ceux qui prétendaient tout savoir.
Il s'accrochait à des analyses datées et des prévisions pessimistes, sans jamais chercher à sonder les profondeurs, à traverser la surface des apparences. Leurs esprits étaient figés, inaptes à l'inattendu. Pourtant, le jeune homme, armé de sa perspicacité unique, perçait cette brume intellectuelle. Son phare n'était pas bâti sur des dogmes, mais sur des faits patiemment récoltés, des heures silencieuses passées à décrypter le langage secret de la terre. Il voyait au-delà des herbes folles, devinant le potentiel des sols, la résilience cachée, la promesse d'une nouvelle vie. C'était la différence entre regarder et véritablement voir. Il se rappelait avoir longuement étudié d'anciennes cartes topographiques, des documents que les commissaires-priseurs avaient sans doute jugés obsolètes. Ces cartes, comparées à ses propres relevés minutieux effectués au fil des ans, révélaient la présence d'une source d'eau souterraine insoupçonnée dont le débit constant avait été masqué par des décennies de négligence, une artère vitale pour la ferme. Un détail que personne n'avait voulu chercher. Il avait également scruté, non sans une précision quasi chirurgicale, les registres de production d'il y a plus d'un demi-siècle, découvrant des cultures oubliées, parfaitement adaptées au microclimat local et d'une rentabilité autrefois exceptionnelle. Cette mémoire agronomique, gommée par l'industrialisation et l'uniformisation, représentait une voie vers une diversification agricole innovante. C'était une piste ignorée, une page tournée trop vite. Chacune de ces observations, qu'il s'agisse de la direction des vents dominants protégeant certaines parcelles des gelées tardives ou de la composition spécifique de la roche-mère affleurante, contredisait les diagnostics officiels. Elle formait un canevas détaillé, invisible à l'œil nu des opportunistes, mais d'une clarté éblouissante pour celui qui avait pris le temps de l'assembler pièce par pièce, dans l'ombre. Cette constellation de détails, apparemment insignifiants, n'était pas le fruit du hasard. Elle était le résultat d'une démarche quasi scientifique, d'une curiosité inépuisable et d'une persévérance que beaucoup auraient jugée obsessionnelle. Le jeune homme ne se contentait pas d'espérer, il savait. Son savoir, à l'image d'un fleuve souterrain, était puissant et silencieux, attendant le moment de remonter à la surface. Dans la salle d'enchères, l'ambiance était lourde, emplie de l'odeur du papier et de l'encens rassis. Les murmures avaient cessé, laissant place à une tension palpable. Le commissaire-priseur, d'une voix monocorde, énumérait les dernières conditions, le regard balayant l'assemblée, cherchant un signe, un acquiescement. L'issue semblait inévitable, le destin de la ferme scellé. Les visages des experts reflétaient une autosatisfaction à peine voilée. Ils avaient anticipé ce moment, cette conclusion logique d'une affaire qu'ils avaient déjà jugée perdue. Le jeune homme, dans leur esprit, n'était qu'un intrus naïf, bientôt renvoyé à ses illusions. La conviction de leur supériorité intellectuelle les rendait imperméables à toute surprise, alors que le marteau, lourd de sens, s'apprêtait à frapper pour la dernière fois, officialisant l'échec perçu par tous. Une voix calme mais ferme rompit le silence. Ce n'était pas une enchère, pas un murmure. C'était une question, d'une précision déconcertante, adressée au commissaire-priseur, qui fit vaciller toutes les certitudes de l'assemblée. Un frisson parcourut la salle. Les têtes se tournèrent, les sourires condescendants se figèrent en grimaces d'incompréhension. La question, anodine en apparence, pointait du doigt une clause spécifique dans les documents, une subtilité juridique que seule une étude approfondie et un discernement aiguisé auraient pu débusquer. Le jeu venait de changer brutalement. Qu'avait donc découvert le jeune homme dans les méandres de ce contrat, et comment cette interrogation, si inattendue, allait-elle faire s'écrouler le château de cartes de la sagesse conventionnelle, remettant en question la valeur même de la ferme et la perception de chacun? La suite promettait d'être bien plus qu'une simple transaction. La question, lancée avec une précision chirurgicale dans le silence pesant, avait d'abord été accueillie par une incrédulité mêlée d'un reste de condescendance. Les experts, secoués mais toujours ancrés dans leur certitude, échangeaient des regards perplexes, peinant à dissimuler un sourire forcé.
Comment une simple interrogation émanant d'un novice pouvait-elle ébranler des décennies d'analyse et des tomes de rapports officiels? Pour eux, ce n'était qu'une dernière tentative désespérée, un cri de détresse sans fondement réel. L'idée même d'une faille dans leur jugement collectif semblait absurde et impensable à la fois. Pourtant, le jeune homme, imperturbable, ne chercha pas à convaincre par l'éclat de la voix, mais par la clarté inébranlable de la raison. Citant un article obscur d'une ancienne législation foncière, couplé à une série de données pédologiques locales qu'il avait lui-même méticuleusement compilées, il détailla la découverte d'une nappe phréatique sous-exploitée. Sa présence, invisible aux yeux des études superficielles, garantissait non seulement un accès à l'eau vitale, mais invalidait surtout les conclusions hâtives sur la stérilité des sols. Il n'avait pas seulement trouvé une anomalie, il avait révélé une richesse insoupçonnée. Cette source d'eau, dont il avait prouvé l'existence et la constance, transformait radicalement la valeur intrinsèque de la ferme. Ce que tous considéraient comme une terre aride et épuisée, nécessitant des investissements colossaux en irrigation, se révélait être un écosystème hydrologique autonome, prêt à nourrir des cultures diversifiées et rentables. Ces mots, précis et sans fioriture, n'étaient pas des arguments mais des faits, des piliers sur lesquels s'effondrait le château de cartes des évaluations officielles. Le tableau de la ruine se muait instantanément en celui d'une opportunité unique, éclatante. Le commissaire-priseur, d'abord stupéfait, demanda un instant de suspension, le temps de vérifier la clause citée, une brève consultation téléphonique, puis un hochement de tête lourd de sens, confirma la validité inattendue du propos du jeune homme. La loi, obscure pour les profanes, était incontestable. Une onde de choc parcourut l'Assemblée. L'actif, dévalorisé par tous, venait de retrouver une valeur inestimable, cachée sous le voile de l'ignorance. Le silence devint palpable, lourd de la prise de conscience collective de leur aveuglement initial. Les visages des experts, naguère empreints d'une autosatisfaction suffisante, se figèrent, puis se tordirent sous le coup de la stupéfaction. Leurs analyses coûteuses, leurs prévisions pessimistes, tout venait d'être pulvérisé par la simple révélation d'un détail qu'ils avaient unanimement ignoré. L'arrogance se transforma en une humiliation palpable, la certitude en une amère réalisation. Leur supériorité intellectuelle, jadis affichée, s'effritait sous le poids écrasant d'une vérité qu'ils n'avaient pas su ou voulu débusquer. Ce fut le silence qui suivit, qui fut le plus éloquent. Un silence assourdissant, lourd de la vérité qui venait d'éclater. Ce n'était pas un silence de défaite ou de capitulation, mais celui d'une reconnaissance forcée, d'une acceptation muette de la supériorité d'un savoir, d'une observation, d'une persévérance que personne n'avait daigné considérer. Le bruit des murmures moqueurs avait été remplacé par un vide sidéral, laissant place à la seule force de l'évidence. N'est-ce pas là la preuve que la vérité n'a pas besoin de clameurs pour résonner avec puissance? Avec une détermination tranquille, le jeune homme énonça alors son offre finale, un chiffre qui, quelques minutes auparavant, aurait été perçu comme une folie déraisonnable, un pari insensé sur un terrain sans espoir. Mais maintenant, à la lumière de ces révélations, cette proposition résonnait comme l'aboutissement logique d'une stratégie mûrement réfléchie, d'une vision profondément enracinée. Ce n'était pas seulement une somme d'argent, mais l'incarnation de sa compréhension intime de la Terre, la manifestation tangible de son savoir. Les experts, les banquiers, les autres acheteurs potentiels, sidérés, restèrent silencieux. Aucun d'entre eux ne pouvait se permettre une contre-offre qui aurait rivalisé avec celle du jeune homme, car aucun d'entre eux ne possédait la même connaissance approfondie, la même certitude quant au potentiel inexploité du domaine. Ils avaient misé sur des chiffres, ils avaient misé sur la vérité. Leur surprise était d'autant plus grande que leur propre ignorance les avait conduits à dévaloriser un bien qui valait bien plus.
C'est alors que le marteau, au lieu de sonner le glas d'un rêve d'adolescent, frappa la table avec une autorité nouvelle, un son lourd et définitif qui scella le destin de la ferme. Il ne s'agissait plus d'une simple transaction, mais d'une passation de pouvoir, d'un transfert d'un héritage entre une sagesse aveugle et une vision clairvoyante. Le jeune homme, autrefois perçu comme un intrus naïf, devint, en un instant, le propriétaire incontesté, l'architecte d'un avenir inattendu pour le domaine. Le marteau s'était abattu et la ferme des anciens avait trouvé son nouveau maître. L'atmosphère dans la salle, jadis empreinte de dédain et de scepticisme, laissa place à une forme étrange de respect et presque de vénération. Les regards posés sur le jeune homme n'étaient plus ceux de la pitié ou du mépris, mais de la reconnaissance forcée d'une intelligence supérieure, d'une capacité à voir au-delà des apparences. Son calme, jadis interprété comme de la faiblesse, brillait désormais d'une force inébranlable. Son succès n'était pas le fruit d'une chance fortuite ou d'un coup de génie éphémère. Il était le résultat implacable de son engagement indéfectible envers la première règle qu'il s'était fixée, le souffle caché du terroir. Il avait écouté la terre, compris ses murmures, déchiffré ses secrets, là où d'autres n'avaient vu que des chiffres et des diagnostics superficiels. Son triomphe était une ode à la patience, une démonstration éclatante du pouvoir de l'observation méticuleuse. Le jeune homme, désormais propriétaire, se tenait au milieu de la salle, sans ostentation, sans triomphalisme. Il n'avait pas cherché la victoire pour l'orgueil, mais pour la validation de son savoir, de sa vision. Ces quelques mots décisifs, tels un clic précis, avaient déverrouillé le mécanisme complexe de la vente, dissipant le brouhaha des doutes et des préjugés. Ne sommes-nous pas souvent les propres gardiens de notre potentiel, en attendant la clé qui ouvrira les portes les plus inattendues? Cette journée, qui aurait dû être celle de la confirmation des échecs et des préjugés, fut au contraire celle de la vindication silencieuse. Le savoir tacite, patiemment cultivé dans l'ombre et souvent dédaigné par la sagesse conventionnelle, avait trouvé sa pleine légitimité et démontré sa puissance irréfutable. Ce n'était pas l'argent qui avait parlé le plus fort, mais la vérité, ancrée dans la profondeur de l'observation et la persévérance. Une leçon pour tous ceux qui se fient aux apparences sans jamais sonder l'essence. Ainsi, la connaissance du jeune homme s'était révélée être la clé maîtresse, celle qui, avec un clic audible uniquement pour les cœurs attentifs, avait fait sauter les verrous de l'incrédulité. Elle n'avait pas seulement acquis une ferme, mais elle avait ouvert les yeux de toute une assemblée sur la véritable nature de la richesse et de l'expertise. Le silence qui régnait désormais dans la salle n'était plus celui du mépris, mais de l'humble reconnaissance. Et cette ferme, autrefois condamnée, attendait un avenir entièrement redéfini. Le lendemain de la vente, le jeune homme, désormais propriétaire, ne s'offrit aucun répit. Son premier acte fut de sillonner la ferme des anciens, non pas en triomphateur, mais en intendant respectueux. Chaque pas confirmait ses hypothèses, chaque parcelle révélait le potentiel qu'il avait toujours su y résider. Le silence des jugements hâtifs avait fait place à une attente prudente, teintée d'une curiosité grandissante, alors que les yeux de la communauté se tournaient vers ce jeune insensé qui avait osé défier la sagesse établie. Le murmure de la terre commençait à se faire entendre. Rapidement, sous ses mains expertes, la ferme entama une métamorphose remarquable. Les parcelles jadis arides, nourries par l'eau souterraine qu'il avait révélée, retrouvèrent une vigueur oubliée. Les bâtiments décrépits, loin d'être un fardeau, devinrent le terrain de jeu de son ingéniosité, restaurés avec des matériaux locaux dans le respect de leur histoire et de l'environnement. Le labeur était immense, mais chaque amélioration était un écho tangible de sa vision, prouvant la justesse de sa persévérance. Son succès ne se mesura pas uniquement aux récoltes abondantes ou aux bâtiments rénovés. Progressivement, la monnaie invisible de la confiance qu'il avait accumulée se manifesta. Les artisans locaux, les fournisseurs, les voisins,
Tous virent en lui non plus un jeune homme naïf, mais un partenaire fiable, un visionnaire dont les méthodes, bien que non conventionnelles, portèrent leurs fruits. Son exemple devint un phare, éclairant la voie vers une agriculture plus résiliente, plus respectueuse et surtout plus rentable. La perception des experts fut la plus lente à évoluer, mais elle évolua. D'abord incrédules, puis sceptiques, ils furent contraints de reconnaître l'évidence des résultats. Les chiffres, autrefois leur unique boussole, ne pouvaient plus ignorer la prospérité retrouvée de la ferme. Certains vinrent discrètement l'observer, d'autres osèrent lui poser des questions, cherchant à percer le secret d'une réussite qui déjouait toutes leurs prévisions. L'écho de sa réussite résonna bien au-delà des frontières de son domaine, transformant la ferme des anciens en un modèle d'innovation. Les étudiants venaient y apprendre, les agriculteurs s'y inspiraient, et même les institutions bancaires, jadis réticentes, commencèrent à reconsidérer leurs critères d'évaluation des projets. Il avait prouvé que la véritable valeur ne se trouvait pas toujours dans les bilans, mais dans la capacité à voir au-delà, à lire les non-dits. Ce fut une leçon gravée dans le temps. Le succès durable n'est jamais le fruit du hasard ou d'un coup d'éclat éphémère. Il est la somme ininterrompue d'une observation patiente, d'une étude minutieuse et d'une persévérance inébranlable. Sa jeunesse, autrefois perçue comme une faiblesse, devint le symbole d'une ère nouvelle, prouvant que la sagesse ne se mesure pas aux années, mais à la profondeur des racines que l'on a su planter. La véritable force réside dans la capacité à cultiver un savoir profond, un savoir qui, tel un fleuve souterrain, irrigue silencieusement le sol de nos actions. Le plus grand des héritages n'est pas celui que l'on reçoit, mais celui que l'on bâtit pierre par pierre, jour après jour, dans l'ombre et le silence, jusqu'à ce que son écho devienne assourdissant. Et ainsi, l'histoire du jeune homme de la ferme des anciens se termina non par un simple triomphe, mais par l'établissement d'un legs durable, une preuve irréfutable que la patience est une vertu, que le savoir tacite est une richesse inestimable, et que la persévérance est la seule clé capable d'ouvrir les portes les plus inattendues. Son succès était l'écho puissant d'une vérité simple mais souvent oubliée. La préparation la plus patiente est toujours invisible jusqu'au moment où elle devient la seule chose qui compte. C'est l'essence même de la persévérance, la marque de ceux qui comprennent que le bruit des actions est bien plus éloquent que le vacarme des mots. Il avait appris, et la terre avec lui, à parler le langage de l'évidence. Si cette histoire a résonné en vous, si elle a allumé une étincelle de reconnaissance pour le pouvoir du travail acharné et de la vision, alors nous vous invitons à rejoindre notre communauté. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires.